Premier rendez-vous, Pauline Vrolix. Un après-midi de personnalité, une première rencontre toujours singulière, en direct sur La Première. Notre première invitée est une réalisatrice de films documentaires et une médium guérisseuse. Genevoise de naissance, cette vaudoise d'adoption se concentre depuis une dizaine d'années sur l'aspect spirituel de l'existence. Autrice de plusieurs livres sur le sujet, dont L'au-delà sans peur et Médium d'un monde à l'autre, son dernier ouvrage a une vocation beaucoup plus large que la communication avec les défunts. Il s'appelle La Voix de la Tortue aux éditions Favre et propose une méthode visant la régénération de la Terre par la méditation. Une méditation collective, simple, gratuite, accessible à toutes et tous, y compris aux enfants. Énergique et déterminée, cette quinca porte une mèche bleue dans les cheveux et se concentre sur sa mission, œuvrer à sa manière à la création d'un monde meilleur. Sans mojo, faites-vous du bien pour faire du bien au monde. Notre deuxième invité est un historien de la médecine. Passionné des relations entre la Suisse et l'Afrique, il a une connaissance profonde de comment la médecine occidentale vient coloniser, parfois compléter, les arts de guérir indigènes. Il est spécialiste des transferts de savoir en général. Son dernier ouvrage, publié lui aussi chez Favre, raconte la vie d'un médecin helvète, Walter Muntz, qui poursuit l'œuvre d'Albert Schweitzer à l'hôpital de Lambaréné au Gabon. Ça se passe dans les années 1960. Le Gabon, pays qui voit naître ce désormais quadragénaire, à la voix posée et au regard doux, installé depuis une quinzaine d'années en Suisse. Chercheur à l'Institut d'histoire de la médecine de Berne où il réside également, cet enseignant s'active en ce moment à la rédaction de différents articles scientifiques et à l'écriture de son prochain ouvrage, un roman historique. Notre première invitée est Denise Kikou-Gillian. Notre deuxième invitée est Inès Mabika Onyanzi. Bienvenue dans Premier Rendez-vous. De 14h à 15h, Premier rendez-vous. Bonjour Inès Bami. Oh là là, mais je commence bien moi. Inès Mabika Onyanzi, c'est comme ça qu'on dit, non? Oui, bien sûr, Inès Mabika Onyanzi. Merci, bienvenue à vous. Merci. Bonjour Denise Kikou-Gillian. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Merci. On va commencer avec vous, Denise Gillian. Un premier rendez-vous qui vous a beaucoup marqué, racontez-nous. Alors, j'adore la magie des rencontres, moi, donc c'était pas facile d'en choisir un, mais finalement, j'ai choisi de vous raconter une rencontre avec un ange incarné, je vais dire ça comme ça. J'avais 26 ans, j'avais à l'époque un studio de production de films avec 2 associés, et on faisait du film dit de commande, de la publicité, des films d'information, de prévention, etc. Et on avait l'habitude, moi et mes associés, de recevoir les demandeurs, les clients à 3 et de prendre les décisions à 3. Et un jour, quelqu'un entre dans le studio avec qui on avait rendez-vous et je vois un homme grand avec une chevelure blanche magnifique, des yeux bleus très clairs, des cils noirs, une espèce d'aura comme ça magnifique, qui venait nous demander de faire un film sur la main tendue et qui, à l'époque, lui travaillait en pellicule, nous on travaillait en vidéo, quelqu'un d'une autre génération qui avait envie de nous permettre d'aborder la main tendue, etc. Puis lui, il avait besoin d'aide au niveau technique et j'ai eu un espèce de coup de foudre pour lui en me disant mais c'est un ange, c'est pas possible d'avoir un regard pareil, une aura pareille. Vous êtes tombée amoureuse, on dirait. Mais presque. Quand il nous a demandé si on était d'accord de faire le film, alors que d'habitude on prenait les décisions à 3, j'ai tout de suite répondu oui à la condition que vous l'écriviez avec moi. Il m'a regardé et il a dit « d'accord ». Et en fait, c'était le début d'une amitié qui a duré 25 ans. Maintenant, il est décédé. Cet homme, c'est Nag Ansorge. C'est un réalisateur de films suisse qui a inventé une technique d'animation en sable avec son épouse. Et ça a été en fait un bouleversement important dans ma vie parce qu'ensuite, il m'a permis de faire un film sur les communautés Emmaüs et il m'a présenté l'abbé Pierre. Et là, évidemment, c'est des rencontres en cascade où l'abbé Pierre m'a imprégné durablement, mais au même titre que Nag, de ses valeurs de partage, de fraternité, je peux dire ça comme ça. Donc voilà, c'était une double rencontre, magnifique. Oui, une rencontre, comment dire, en tiroir, comme ça, qui en amène une autre. Donc finalement, c'est quoi que vous gardez de ça? C'est l'aura de ce personnage qui vous a tout de suite inspiré? C'est le fait de faire confiance sur un coup d'œil? C'est quoi? Non, ce qui m'a imprégné et que je porte en moi encore, c'est que les deux étaient vraiment l'incarnation de la fraternité.
Les deux sont au service. Bon, évidemment, l'abbé Pierre est quelqu'un de connu, c'est plus facile de parler de lui. Mais Nag avait la même chose. Des personnes qui se dédient, des personnes qui sont au service, des personnes qui ont le courage de se mouiller. Leur vie privée passe après la vie leur mission, communautaire, leur mission, on peut appeler ça comme ça. Et Nag était lui président de la communauté Emmaüs suisse, c'est de cette façon-là en fait qu'on a pu faire ce film sur les communautés Emmaüs. Et ce que ça m'a laissé, c'est qu'il existe des possibilités de vivre autrement, parce que les communautés Emmaüs, c'est absolument pas subventionné, c'est indépendant financièrement, donc il y a une sorte de dignité des chiffonniers à gagner leur propre argent, tout en étant protégés et en n'étant pas obligés d'être insérés dans la vie de la vie publique. Donc c'est un modèle de vivre autrement qui est juste magnifique. Et c'est deux hommes qui portent vraiment des valeurs, qui sont les valeurs que j'ai envie de défendre et qui m'inspirent, je dirais, au quotidien. Être peut-être un petit peu dans la marge, mais quand même complètement autonome. Et puis rassembleuse, c'est ça, Denise Kikougilian. Ouais, c'est bien résumé. Ouais. Alors, on y va comme ça. De votre côté, Inès Mabika, le premier rendez-vous qui vous habite, c'est lequel ? Alors, il y en a plusieurs, mais c'est lui que je vais évoquer aujourd'hui. C'est la rencontre avec un homme, le docteur Walter Muntz. C'était un dimanche en 2013. C'était le 24 mars à l'église Münster de Bâle. En présence de la conseillère fédérale Evelyn Widmer-Schlumpf. C'était à l'occasion d'une cérémonie sur le centenaire de l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné. Il y avait là un discours qui avait été donné par Madame la conseillère fédérale. Et puis, j'étais là avec mon responsable administratif de l'époque, c'était le directeur de l'Institut d'histoire de la médecine de Berne. Nous étions venus juste écouter parce que nous travaillons sur Schweitzer et nous étions intéressés de savoir ce qui se passait là. Et je rencontre ce vieil homme de plus de 85 ans. J'en avais entendu parler, mais je l'avais jamais vu. Il faut savoir que après Albert Schweitzer, c'était le nom le plus connu en Afrique, à Lambaréné, le nom de Walter Muntz. Donc je voulais le connaître en fait. Et alors là a été l'occasion d'une première rencontre. J'ai vu un homme un peu vieux, un peu courbé sur lui-même, mais au regard très vif. Je suis allé vers lui, je lui ai dit que je m'appelais Inès Mabika, que je m'intéressais à l'hôpital Albert Schweitzer. Il m'a regardé et c'est comme s'il avait vu un ange devant lui. Il était impressionné de voir un Gabonais d'origine ici, en Suisse, à Bâle, à Münster, à l'occasion du centenaire de l'hôpital Albert Schweitzer. C'était le début d'une histoire, d'une amitié que nous avons gardée depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour cette occasion, c'est pour cette raison que je lui ai consacré un ouvrage, sa biographie. Parce que j'aime donner un peu de la voix à ceux qui, en fait, n'ont pas toujours la voix. Quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire, mais qui n'était pas très connu. Et pourtant, c'est le Suisse qui a pris la responsabilité de continuer l'œuvre du docteur Albert Schweitzer. On connaît Albert Schweitzer, le prix Nobel de la paix, mais Walter Muntz reste plus discret. J'ai voulu donner de la voix à cet homme-là. C'est pourquoi j'ai écrit cette biographie du docteur Walter Muntz. Oui, d'ailleurs un ouvrage que je tiens dans mes mains, Walter Muntz, dans la suite d'Albert Schweitzer à Lambaréné. C'est une biographie donc publiée chez Favre au début de l'année, c'est correct ? Exact. Un ouvrage mais qui regorge de détails et on dirait que vous y êtes allé presque en même temps alors que c'est pas possible. Comment vous avez fait pour faire vivre tellement cette période ? Alors, le docteur Walter Muntz arrive à Lambaréné en 1961, le 17 mai.
j'ai essayé de vouloir comprendre comment cet homme qui est arrivé là et qui est connu des Gabonais, mais très peu de Suisses et d'autres personnes en Europe, quelle a été sa mission, pourquoi est-il parti là, quelle était son histoire. Alors j'ai organisé, comme tout bon historien, un plan de recherche. Je suis allé regarder dans les archives qui était-il, où était-il né, qui étaient ses parents, quelles étaient ses orientations, pourquoi a-t-il décidé d'aller là. J'ai fait un certain nombre d'entretiens avec des gens de son milieu, de son entourage, ses amis, mais aussi ses ennemis. J'ai voulu comprendre qui il était. Je suis allé chercher jusque dans son enfance. Je suis allé dans son village. Un vrai détective, Inès Mabika. Non, l'historien, c'est quelqu'un qui va chercher dans tout ce qui est disponible, aussi bien les archives administratives, historiques. Oui, je fais ce travail-là. Avec un sérieux, une espèce de... Oui, aussi quelque chose de l'ordre de la vocation. Hein. Oui, on n'est pas historien dans l'air. Si on veut vraiment rendre les choses, reconstituer le passé des choses ou des hommes ou des faits, il faut aller chercher là où ça existe, on ne peut pas imaginer. C'est notre travail. Bon, et votre travail maintenant, chers invités, ça va être de vous connaître un petit peu plus, de vous découvrir. Inès Mabika, je vous donne 2 minutes pour en savoir plus sur Denise Guicougignan. C'est parti, c'est à vous. Denise, votre itinéraire m'intéresse tellement. Je voudrais comprendre comment devient-on un thérapeute dans le domaine que vous avez choisi. En 2 minutes, je vais essayer d'être brève. Alors, je me considère pas comme une thérapeute, mais bien comme une médium guérisseuse aujourd'hui. Et je pense que ce qui m'habite depuis toujours, c'est une recherche de service, une recherche de en quoi puis-je être utile au monde. Dans un premier temps, ça a passé par le cinéma. J'ai fait très longtemps des films documentaires à caractère social. Donc il y avait une exploration de l'humain dans ses dysfonctionnements souvent, pour essayer de comprendre quels sont les moteurs de nos actions et puis comment améliorer finalement les choses. Dans l'homme, mais aussi dans la société. Et depuis toute petite, j'ai toujours eu des sortes d'antennes. Je n'ai pas d'éducation religieuse, j'ai grandi dans un milieu complètement athée. Et c'est très tard que j'ai rencontré le concept de spiritualité, mais j'ai toujours senti que j'avais des antennes. Et jusqu'à très tard dans ma vie, j'ai fonctionné avec ces antennes. Et un jour, j'ai compris que ça apportait un nom. Et voilà. Et puis la vie m'a amené à découvrir la médiumnité, une école de médiumnité que j'ai faite pour le plaisir de faire. Et c'est alors que je me suis dit, mais en fait, il y a plein de gens comme moi et ça porte un nom et ça peut même devenir une profession de foi. Enfin, je peux aider les gens aussi de cette façon-là. Et alors actuellement, je pratique principalement la médiumnité guérissante sans pour autant avoir choisi d'abandonner le cinéma. Et ce qui relie peut-être tout ça, c'est vraiment cette notion de service, de chercher, comme Pauline le disait en début d'émission, de chercher comment contribuer à une sorte d'amélioration du monde, comment faire ma part, comment apporter ma pierre à l'édifice. Voilà. Alors, ai-je bien compris qu'il n'y a pas un processus initiatique, mais plutôt quelque chose, une sorte de révélation? Comment ça s'est fait exactement? Est-ce qu'il y a des processus d'amélioration? Et bon, j'ai compris qu'il y avait des antennes depuis la naissance, mais comment on canalise tout ça pour que ça devienne quelque chose de vraiment professionnel, puisque ce que vous faites semble être professionnel? Oui, alors je pense qu'il y a des prédispositions, évidemment, pour s'y intéresser, mais ce sont des techniques d'apprentissage, de respiration et d'état de conscience modifié qui permettent, dans un certain état de conscience modifiée, de se mettre dans une fréquence et un taux vibratoire qui nous donne accès à une autre dimension, à l'énergie spirituelle et à ce que moi je nomme des guides spirituels. Donc tout un chacun peut l'apprendre. J'ai d'ailleurs créé une école qui s'appelle l'école de l'infini où j'enseigne la médiumnité et la médiumnité guérison. Donc tout un chacun peut l'apprendre. Après, c'est un peu comme le dessin ou la danse. Il y a des personnes qui ont les prédispositions, qui ont un certain talent, qui tendront à l'excellence, puis d'autres qui arriveront à un niveau tout à fait correct, parce qu'il s'agit d'une technique, mais qui en feront peut-être pas profession et qui seront peut-être un petit peu moins bons. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a en quoi vous croyez?
est-ce qu'il y a une foi, une religion, un lien avec une force qui serait, les uns l'appelleraient Dieu, les autres l'appelleraient l'esprit, ou alors, je ne sais pas, Allah, tout ce qu'on veut. Y a-t-il quelque chose de ce genre-là dans la médiumnité ? Oui, absolument. J'aime bien votre façon de poser la question parce que vous donnez déjà quelque part la réponse. J'aime à dire que je suis dans une spiritualité et une foi profonde, mais laïque. Je n'appartiens à aucune église, aucun dogme, aucune secte. Cependant, bien sûr, j'ai une foi profonde dans moi je l'appelle énergie spirituelle très forte qu'on peut associer à Dieu. On peut l'appeler comme ça aussi. Une énergie dont on serait issu, dont on est animé. Je crois à la survivance de l'âme après la mort. Je crois également à la réincarnation. On vient sur Terre pour apprendre des choses, pour expérimenter la dualité, pour apprendre à aimer avant toute chose, de façon à avoir un effet de contagion, je dirais. Pour moi, la vie humaine est un processus d'évolution de vie en vie. Donc oui, j'ai une foi profonde, mais aucune appartenance religieuse. Cependant, j'ai eu cette chance immense dans ma formation d'avoir accès à ce que vous avez nommé des initiations. Oui, j'ai rencontré des traditions, j'ai été formée par les Philippins, par exemple, par d'autres groupements de personnes où, oui, l'initiation est possible même hors église, même dans la laïcité spirituelle. Magnifique, Inès Mabika, on vous sent avide de poser des questions. Vous en voulez encore une? C'est ça, vous en avez une au bout de la langue? Oui, je trouve que son parcours est intéressant. Alors, je voudrais savoir si vous avez, par exemple, eu contact avec d'autres, parce qu'en Afrique, par exemple, la médiumnité aussi existe. Et là, il y a aussi et surtout des processus initiatiques. Ça peut être dans une famille, ça peut être dans une école. Je voulais savoir si vous êtes sorti un peu de votre cadre occidental pour rencontrer d'autres médiums, peut-être d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine. Alors, j'ai eu la chance à 16 ans, en fait, de quitter la Suisse seule, un peu sur un coup de tête, mais je pense bien guidée, pour aller au Mexique. Et en fait, j'ai rencontré la spiritualité d'abord au Mexique avec des chamans mexicains, mais j'étais très jeune. Donc, j'ai peut-être pas pris la mesure de tout ce que ça signifiait à l'époque, mais ça a été une sacrée ouverture de conscience. Et ensuite, alors cette fois-ci en conscience et beaucoup plus âgée, je suis allée me former avec les guérisseurs philippins. Et là, oui, un processus d'initiation, et j'ai eu la chance de tomber sur un homme formidable qui s'appelle Alex Orbito, qui est un vieux guérisseur philippin, qui transmet très généreusement son savoir. Et 3 années de suite, en fait, je suis allée pour recevoir son enseignement, et aujourd'hui, c'est une médecine que je pratique ici aussi. Et lui, très généreux, en fait, a formé des Occidentaux en se disant qu'on avait bien besoin ici, alors vous me donnerez votre avis d'historien de la médecine, on avait bien besoin ici aussi de pratiques plus directes, spirituelles. Et l'Afrique est dans mes projets, mais j'ai pas eu encore la chance de l'explorer, mais c'est imminent. Peut-être que ce premier rendez-vous servira à ça, Denise Kikougillon. Bon, on va inverser l'exercice. Ce coup-ci, c'est votre tour, Denise Kikougillon, de poser des questions à Inès Mabika. C'est parti. Oui, alors si j'ai bien compris, vous êtes historien de la médecine. Qu'est-ce qui vous a motivé à le devenir ? Alors, oui, je suis historien de la médecine. Ça veut dire d'abord que j'ai fait un parcours universitaire d'historien et je me suis spécialisé dans l'étude de l'histoire des maladies, de l'histoire de la pratique médicale, de l'histoire des politiques de santé. C'est cela, en principe, l'histoire de la médecine. Pourquoi l'histoire de la médecine ? Parce que j'ai toujours voulu comprendre comment des pratiques dites scientifiques sont parties de leur milieu pour être exercées ou introduites dans d'autres univers. J'aurais pu m'intéresser aux mathématiques, j'aurais pu m'intéresser à autre chose, mais il se trouvait que la médecine me paraissait être quelque chose d'intéressant. Pourquoi ? Parce que il y a en Afrique ce que j'appelle des médecins traditionnels, mais leur travail, leur science, leurs pratiques ont souvent été mises en doute.
Et j'ai voulu comprendre comment la médecine qui était occidentale, qui arrivait là, était plus acceptée que celle qui était en Afrique. Je voulais comprendre quelle est cette médecine qui est venue, quels sont ses fondements, quelles sont ses traditions, comment elle s'est développée, et ça m'a amené à aller interroger le passé de cette science qui est aussi un art. Donc je suis allé à l'université, j'ai obtenu un doctorat, c'est après 7 ans d'études en histoire de la médecine. J'ai complété cela avec un diplôme de santé publique. Voilà, c'est un peu le processus ordinaire de tout étudiant qui se spécialise dans une discipline particulière. Et pour vous-même, quand vous êtes malade, vous faites le choix de quelle médecine ? Aujourd'hui, étant en Suisse depuis maintenant presque une quinzaine d'années, évidemment, lorsque j'ai un problème de santé, Dieu merci que c'est rare que j'aille à l'hôpital, mais lorsque ça arrive, oui, je m'intéresse à la biomédecine, donc je vais à l'hôpital ou chez le médecin. Mais j'ai conscience néanmoins de l'importance des autres médecines. J'ai, dans mon pays, au Gabon, eu connaissance d'autres formes de médecine, notamment la médecine traditionnelle africaine, et j'ai pu constater que c'est aussi des formes de médecine qui ont leur importance. Et je vois que même ici, en Suisse, il y a d'autres formes de médecine. Il n'y a pas que la médecine, la biomédecine, la médecine scientifique. Il y a des médecines parallèles ou des médecines dites traditionnelles aussi. Même ici en Suisse, vous savez que dans certaines régions du pays, qu'il s'agisse du Valais ou qu'il s'agisse de l'Appenzell, il y a aussi certaines formes de médecine, ne serait-ce que celles qui utilisent les plantes. Alors, pour ce qui me concerne, oui, lorsque j'ai un petit problème léger, il y a des plantes, il y a des tisanes, il y a toute une pharmacopée à laquelle je peux faire recours. Mais Dieu merci, jusqu'à maintenant, je suis rarement tombé malade. On peut rendre grâce. Denise Gignon, vous avez encore une question ? Oui. Allez-y. Oui, j'aimerais vous retourner cette question. Votre foi, votre spiritualité se manifeste comment ? Alors, ma foi, c'est peut-être une question fondamentale. Moi, je crois en Dieu. Je crois en un Dieu puissant. Chez moi, dans mon village, on l'appelle Nzambé, et en Europe, on l'appelle Dieu. Pour moi, c'est pas un être qui serait quelque part, c'est une force qui est en moi et qui est partout. Donc ma foi est une foi en la vie, c'est une foi en l'énergie qui est en chacun et en toute chose. Inès Mabika, il y a cette phrase très belle de Albert Schweitzer que vous reprenez à votre compte aussi. Elle dit « Ce qui vit mérite le respect tout aussi bien que l'humain, que les animaux, que les plantes ». J'ai l'impression que ça rejoint tout à fait la vision du monde de Denise Kikougillon, c'est juste ? Absolument, oui, ça pourrait être presque une citation de mon livre. Oui, La voix de la tortue, être et donner, exercice et méditation pour soi et pour la terre aux éditions Favre. Vous êtes tous les deux publiés chez Favre, ça c'était un hasard. Mais finalement, est-ce qu'il y a quelque chose, vous sentez, qui vous rassemble tous les deux, Denise Kikougillon ? Oui, alors ce que je sens absolument, c'est cet amour du vivant. Qui peut se manifester de différentes façons, mais c'est vrai qu'avec la voix de la tortue, en fait, c'est une proposition de méditation collective au service de la régénération de soi, puis de la terre, partant du principe, et c'est la phrase que vous avez citée en introduction, partant du principe que quand on se fait du bien à soi, on est apte à faire du bien autour de soi. Et de ce que je ressens de vos ouvrages, il y a le même moteur, comme ça, de respect du vivant, mais aussi honorer le vivant, pas seulement le respect, aussi honorer le vivant parce que de par cette énergie spirituelle dont on est constitué, c'est une éco-spiritualité donc, c'est ça ? Alors moi je définis la voie de la tortue comme de l'éco-spiritualité dans la mesure où cette énergie nous habite et quand on se fait du bien à soi, quand on réactive l'énergie dite divine ou l'énergie universelle, appelons-la comme ça, pour qu'il y ait peut-être moins de connotations, cette énergie universelle elle nous habite et dès lors qu'on arrive à en prendre conscience et à l'activer en soi,
soi, on peut la rayonner, l'émettre, et du coup, on devient contagieux positivement tout autour. Et c'est vraiment avec ça qu'on travaille, nous les guérisseurs, et c'est ce que je promeus et préconise avec la voix de la tortue. Et de ce que j'ai entendu j'ai oublié votre prénom, excusez-moi. Inès. De Inès, excusez-moi. De Inès, il y a quelque chose de très similaire. Inès Mabika, comment vous vous sentez par rapport à ça? Non, je suis complètement d'accord avec Denise. Je crois qu'il y a, ce qui nous rassemble sûrement, c'est cette croyance au fait que en chaque être humain il y a une force. Moi, je pense et je crois que en moi il y a une énergie particulière mise là par le fondateur ou le créateur de ma vie. Mais il suffit pas de la voir, il faut y croire, il faut déjà réaliser que en soi il y a quelque chose, qu'on n'est pas seulement matérialité, qu'on n'est pas seulement un être physique qui se déplace, mais il y a justement ce qui nous fait déplacer, c'est une énergie. Et dans cette énergie, il y a forcément, je sais que les uns appelleront Dieu, les autres diront ce qu'ils diront, mais moi je lui donne le nom de Dieu. C'est pas quelqu'un qui se balade dans le ciel avec une barbe blanche, c'est plutôt une force qui est en moi et qui doit être en communion avec le reste de l'humanité. Merci Inès Mabika. Et merci Denise Kikou-Gillion. On va partir en musique un instant avec Handsome Hank and his band. Ça s'appelle Kiss in Mexico. Et juste après ça, on va revenir à la voix de la tortue parce que c'est un nom assez mystérieux. Puis vous allez nous expliquer pourquoi. À tout de suite. Girl, I wanna see the world with you. Fly with me to the moon. Waikiki in the morning and Malibu at noon, and sunset at the Ritz down in Cancun. Honey, ride with me through Tennessee, through Louisiana to the Crescent City. And I just wanna dip my toe into the silent sea, the Gulf of Mexico for you and me. It was 10 years ago, our first kiss in Mexico. I felt the heat all over me. On that coast I found a stone, then I took it home to you. That's where I long to be. From Amsterdam to Lacanau, we follow our destiny down the coastline of the old Atlantic Sea. The van is packed, the boats are strapping, off we go through Finisterre, Spanish Cape Fear. We're climbing up the Spanish stairs and meet the Pope in Rome. I tell you the 3 words you long to hear. London, Paris, Munich, every city is my home, as long as you are next to me. It was 10 years ago, our first kiss in Mexico. I felt the heat all over me. On that coast I found a stone, then I took it home to you. That's where I long to be. 10 years ago, under the sun of Mexico. 10 years ago, and I know I'll never let you go. It was 10 years ago, our first kiss in Mexico, and I felt the heat all over me. On that coast I found a stone, then I took it home to you. That's where I long to be. It was 10 years ago, our first kiss in Mexico, and I felt the heat all over me. On that coast I found a stone, then I took it home to you. That's where I long to be.
Lonesome Hank and His Band, Kiss in Mexico, un petit clin d'œil pour vous de la part de Jean-Baptiste Roumins, programmateur musical Denis Kiko-Gillian. Vous qui avez comme ça vécu un éveil spirituel au Mexique, quand vous étiez plus jeune, vous en avez touché un mot tout à l'heure. C'était assez joli pendant la chanson parce que Inès Mabika pose la question. Allez, vous la reposez du coup parce qu'elle est tellement éclairante, je trouve. Non, la question que je posais, c'était de savoir si à tout moment, n'importe quand, comme ça, on peut entrer dans cette médiumnité, ou bien il faut quelque chose de particulier pour réveiller cette potentialité. Alors quand j'enseigne la médiumnité, j'insiste beaucoup auprès de mes élèves pour qu'ils apprennent à ouvrir les portes et fermer les portes. On n'est pas médium 24 heures sur 24, sinon il y aurait vraiment surabondance d'informations et de stimulation. Donc c'est très important de pas travailler tout le temps et de faire cet apprentissage-là. Donc je ne suis pas en train de travailler avec vous. Vous étiez un peu inquiet, Inès Mabika. Non, pas du tout. C'était une curiosité. Denis Kiko-Gillian, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu un problème autour du terme de médiumnité. Les gens, la plupart du temps, associent ça à de la voyance, alors que vous faites pas du tout ça, si j'ai bien compris. Absolument. Il y a souvent une confusion de langage. La médiumnité, c'est simplement être canal entre deux mondes. Et moi, j'aime beaucoup relier le monde incarné, le monde terrestre, au monde spirituel pour toutes sortes de raisons. C'est inspirant, on peut canaliser d'abord une énergie qui est une énergie d'amour, et dans ma pratique, ce que je fais très volontiers, c'est faciliter les transformations de façon à ce que les personnes parviennent à être plus en axe, en alignement d'âme, je vais dire ça comme ça. Pour moi, on est vraiment tous avec des sortes de missions, je mets des guillemets, mais missions d'âme. On vient donner des choses, on vient apprendre des choses, et il serait bon que tout un chacun puisse s'aligner à ce qu'il est venu faire. Alors, il y a des pédagogies qui le permettent, comme les pédagogies anthroposophiques, dont j'ai fait le choix pour mes enfants, par exemple, qui permettent de développer aussi la spiritualité dans le cadre d'une formation de l'enfant. Mais la plupart du temps, ici, on est plutôt sec, on est plutôt dans quelque chose de très intellectuel. Or, cette médiumnité, ou en tout cas cette reliance entre les deux mondes, me semble un fondement du bien-être, du mieux vivre et du respect de l'entier. Denis Kiko-Gillian, médium guérisseuse, réalisatrice, vous êtes aussi la fondatrice avec, je crois, une collègue de l'Atelier Infini, ou de l'École Infinie, c'est comme ça que ça s'appelle? Alors oui, nous avons ouvert avec Catherine Wacker, mon associée et collègue, l'Atelier Infini il y a 8 ans, et tout de suite, j'ai été appelée à donner des cours, à enseigner la médiumnité, j'adore ça. Et là, en début d'année, j'ai voulu construire quelque chose qui amène réellement à la professionnalisation, et j'ai fondé l'École de l'Infini, qui est donc une école de médiumnité qui me permet de suivre les gens plus durablement. Avant, je donnais des cours, mais je donnais des cours sur quelques week-ends, tandis que là, j'amène les gens à un diplôme, de façon à ce qu'on puisse aussi aborder les notions d'éthique, de lien thérapeutique, parce que la médiumnité, c'est une technique de mise en lien avec le monde spirituel, mais ça veut pas dire qu'on soit thérapeute pour autant, ou qu'on soit apte à aider et guider quelqu'un pour autant. Donc ça me tenait très très à cœur, parce que j'ai vu quand même des gros n'importe quoi parfois se pratiquer sous prétexte qu'on est médium. Donc voilà. Comment vous faites justement pour séparer le bon grain de livret, si j'ose dire, d'une certaine manière? Alors le conseil que je pourrais donner aux clients, c'est d'utiliser leur bon sens, leur intuition, leur instinct. Si vous vous retrouvez kidnappé dans une séance où vous avez l'impression que le médium ou le guérisseur vous fait pas du bien, et puis induit des croyances qui sont pas les vôtres, ou se met à faire des prédictions qui vous enferment, etc. À tout moment, on a le droit de dire, écoutez, je me sens pas très bien, on va mettre fin à la séance, je m'en excuse, et puis de partir. Et on peut le faire très doucement, très poliment. Ça vous est déjà arrivé à vous, Denise Gillian, que les gens se sentent comme ça avec vous ou pas? Non. En tout cas, ils l'ont pas verbalisé. Mais je crois pas. Qu'est-ce qui vous sauve, vous, d'une certaine manière, c'est-à-dire de partir complètement dans les étoiles, si j'ose dire? C'est le seul mot qui me vient, en fait. C'est-à-dire de garder les pieds sur terre, d'une certaine manière, de pas se prendre, je sais pas, moi, pour une grande prêtresse ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai 2 parents intellectuels très engagés, très cartésiens, qui ne croyaient en rien. J'ai grandi en Occident. Donc mon côté cartésien, bien incarné, bien terre à terre, je l'ai aussi d'abord.
D'accord. Et la spiritualité, en fait, est une ouverture du cœur, je dirais, qui n'a jamais pris le dessus, mais qui est venue, comment dire ça? On est fait de 3 corps, l'intelligence, l'intellect, l'âme et le corps physique. Et j'essaye d'être en parfait équilibre entre ces 3 corps, même si c'est un travail quotidien, de vigilance, c'est un vrai travail, de l'être. Donc je laisse pas du tout la vie spirituelle prendre le dessus sur le côté bon sens, d'autant plus que ma clientèle est principalement occidentale, et en tant qu'occidentaux, ils ont besoin d'entendre des choses raisonnables. Donc. Puis j'ai la verbalisation aussi facile, et j'adore être nourrie intellectuellement avant de pratiquer. D'accord, je pourrais pas pratiquer quelque chose que je ne comprends pas, qui transite pas par mon cerveau. Donc du coup, je peux le répercuter. J'attire pas mal aussi de médecins, de psychiatres, de personnes qui sont déjà dans des soins. Et puis là, je vous rejoins Inès. Je trouve que c'est très intéressant l'alliance des médecines, et qui viennent se former à la médecine dite en guidance ou la médecine spirituelle. Qui veut dire? Ça veut dire qu'on canalise des guides ou des médecins du ciel, une énergie spirituelle pour l'amener au patient. Ça veut dire qu'on a accès à des informations d'un autre ordre. Toute maladie, pour moi, est le symptôme d'un dysfonctionnement qui est plutôt d'ordre soit karmique, qu'on transporte avec soi de vie en vie, soit transgénérationnel, soit vient d'une mémoire erronée avec laquelle on a grandi, quelque chose qu'on répète, et qui se manifeste sous forme de maladie. Mais la maladie en tant que telle n'a pas grande autre valeur que de nous alerter sur un dysfonctionnement plus profond. Mais ça peut être un peu culpabilisant, par exemple, pour des gens qui ont des maladies héréditaires ou enfin de ce genre de problème-là, non? Alors culpabilisant, non. Ça permet de donner du sens et de travailler sur les épiphénomènes. Parce que soigner, je sais pas, faire descendre la fièvre avec un Panadol, ça ne résout pas le problème du pourquoi on a eu la fièvre. Alors moi, ce qui me passionne, et c'est ça que permet la médecine spirituelle, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui dans ma vie, qu'est-ce qui dans ma vie appelle un changement, ou dans mes pensées, c'est pas forcément faire la révolution, changer de métier, mais qu'est-ce qui dans mes pensées peut me faire du mal? Qu'est-ce que mon mal au ventre? Qu'est-ce que mon cancer? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me raconte? Et j'aime bien la question très provocante de dire, quel est le bénéfice de ma maladie? Qu'est-ce que me permet cette maladie, que je ne m'autorise pas à vivre peut-être quand je ne suis pas malade? Et c'est une question très intéressante parce que souvent on arrive à une réponse de type « Ah oui, depuis que je suis malade, j'ose dire non, je me repose, je prends du temps pour moi, je ralentis, je dis non à ma belle-mère, je vais plus me promener dans la nature, j'ai changé de métier, j'ai donné ma démission dans une entreprise où je n'étais plus alignée avec mes valeurs. » Et quand on touche l'essence de qu'est-ce qui va pas dans notre existence, très souvent le corps, alors bon, parfois c'est désespéré, quand on a un cancer en phase terminale, il y a des miracles, mais c'est plus compliqué. Mais très souvent, le corps peut suivre, on booste son système immunitaire et on a de très bonnes chances de guérir, en tout cas de ne pas avoir besoin de la maladie une deuxième fois pour comprendre ce que cette maladie est venue nous raconter. Voilà. Comment ces propos de Denise Kikougilian résonnent à vos oreilles, Inès Mabika, vous qui êtes historien de la médecine? Alors c'est très intéressant en même temps parce que aujourd'hui ce qui me préoccupe c'est de comprendre un peu comment ces types de médecine évoluent dans leur pratique. C'est-à-dire c'est pas une, si j'ai bien compris, c'est pas une médecine en soi, mais comment quelqu'un qui est médium mais qui guérit, comment les pratiques de guérison évoluent dans ce domaine-là. Parce que pour un historien de la médecine, c'est toujours cette diachronie qui est intéressante de comprendre, de savoir, sans juger, mais de voir comment véritablement les choses changent. Est-ce qu'il y a changement ou est-ce qu'il y a c'est plutôt statique dans les pratiques? Et puis qu'est-ce qu'on met derrière énergie? Qu'est-ce qu'on met derrière spiritualité? C'est là où il y a tout un certain nombre de questionnements pour l'historien de la médecine qui va chercher à comprendre qu'est-ce que vous mettez derrière tous ces mots? Parce que quelqu'un qui va à l'église, il dira je suis religieux, mais quelque part il y a une spiritualité là-dedans. Et celui qui pratique qui est médium va dire oui, derrière il faut connecter l'esprit au corps, il y a une spiritualité derrière, mais on ne sait pas toujours
qu'est-ce qui est derrière? Et là, c'est là où votre question était intéressante, c'était de savoir, oui, spiritualité, mais spiritualité, c'est quoi derrière? Alors, qu'est-ce que ça me dit? C'est, en fait, la question que je me pose quand j'ai continué d'écouter Denise, c'est surtout de voir qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui change et comment ça change. Oui. Alors, je travaille à ça et c'est vraiment extrêmement important, je pense maintenant, d'allier les médecines. Ce qui évolue, ce qui doit évoluer à mon point de vue, c'est de faire alliance entre les médecines spirituelles, les médecines dites naturelles et la biomédecine, comme vous l'avez nommé tout à l'heure. La médecine allopathique, classique, occidentale, on va dire ça comme ça. Et je crois qu'on est au fond très complémentaires. Et les fois où j'ai pu collaborer avec des médecins, parce que j'ai eu la chance en fait de collaborer, j'ai la chance, c'est encore le cas, de collaborer avec des médecins, où on voit bien qu'on ne travaille pas sur le même niveau. Et c'est passionnant, et je crois que l'évolution, elle va là. En Suisse, en plus, on a le droit de pratiquer, contrairement à la France où c'est vraiment très très carré, quoi, très réduit, le droit des pratiques. Et on voit quand même pas mal d'hôpitaux en Suisse qui ouvrent la porte à des personnes qui ont le secret ou qui néanmoins donnent le numéro de téléphone. Ils ouvrent peut-être pas la porte aux guérisseurs pour que les guérisseurs viennent à demeure, mais qui transmettent volontiers des informations. Et il y a de plus en plus de médecins qui collaborent avec nous. Alors c'est ça pour moi l'évolution. Je ne crois pas que dans ma pratique de médium, il puisse y avoir une révolution ou une réelle évolution, mis à part que moi j'évolue et je vais changer en tant qu'individu, bien sûr, je vais affiner mes pratiques, mais la médecine spirituelle, la médiumnité, c'est toujours être canal. Alors ensuite, selon les pays, les traditions, les religions, bien sûr, on la nomme autrement, mais pour moi, pour répondre à la deuxième partie de votre question, en fait, j'ai affaire à une énergie source qu'on peut appeler Dieu. Et quand on canalise une énergie où vous avez utilisé le mot réactiver en soi, parce qu'elle est en nous aussi, la perfection de cette énergie-là est guérissante. Une cellule qui dysfonctionne, qui est malade, est une cellule qui a oublié sa perfection quelque part. Donc voilà, moi, ce que je mets derrière spirituel, c'est éveiller cette perfection de Dieu, cette perfection de l'énergie, pour, par effet de résonance, par écho, la personne puisse retrouver la voie de la guérison, ou moi, je travaille plutôt psychologiquement sur les transformations de vie. Mais on voit que l'homéopathie, par exemple, et toutes ces autres pratiques ont toujours du mal à avoir pignon, en fait, en se mettre en valeur. Et vous dites que vous avez la chance de collaborer avec des médecins. J'aimerais comprendre comment ça marche. Comment vous collaborez avec des médecins? Un médium avec un médecin praticien, un chirurgien ou, je sais pas, un spécialiste, un médecin spécialiste. Comment vous faites? Comment ça se passe? Oui, alors ça a démarré comme ça. En fait, j'ai eu la chance, dans mes cours de médiumnité, je donne de la médiumnité de contact en enseignement, mais aussi de la médiumnité guérissante. Et j'ai eu l'immense chance, très au début, donc il y a 8 ans, de recevoir dans mes cours des médecins qui se questionnaient sur leur pratique en disant « ça suffit pas ». Ça ne suffit pas. Vous parlez de médecins généralistes, de médecins généralistes ici en Occident, de médecins suisses, qui en fait se sont dit ok, c'est bien joli tout ça, mais il y a une dimension qui manque. Ça ne suffit pas. Et en fait, l'appétit ouvert, ils ont exploré tout un tas de dimensions, mais notamment ils sont venus suivre mes cours. Et c'est suite à ça que les premières collaborations se sont installées. Alors on pratiquait comme ça avec le premier qui m'a envoyé des clients, c'était comme ça. Lui, il y allait avec ses savoirs et ce qu'attendait sa patientèle de lui. C'était un médecin généraliste homéopathe. Donc il y allait aussi loin qu'il pouvait, et puis quand il rencontrait un problème qu'il pressentait être karmique, transgénérationnel ou plus profond, psychologique, là ça sortait de son cadre à lui, donc il m'envoyait la personne pour qu'en canalisation, j'arrive à faire des propositions, donc pas moi, mais moi comme canal. Donc canalisation, oui, ça veut dire pour le commun des mortels, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se mettre en résonance avec ce qu'on appelle un guide spirituel. C'est là que vous appelez en fait la médiumnité, c'est ça? Oui, de façon à laisser la parole à ce guide spirituel qui parle à travers moi. Donc c'est jamais vous en fait qui parlez, c'est plutôt... Alors rarement, je parle de temps en temps quand même, mais non. Je ne suis pas thérapeute, je suis incapable de faire un diagnostic. Moi, je suis incapable, je ne suis pas psy non plus. Donc quand je vois quelqu'un, quand je parle avec quelqu'un, je ne peux pas donner des conseils, enfin, je peux donner comme monsieur, madame, tout le monde. Mais... Donc c'est de la canalisation et on donne la parole, on appelle ça du channeling.
à des êtres spirituels qui viennent amener d'autres informations qu'un médecin en médecine traditionnelle. Inès Mabika. Oui, c'est là où je vois peut-être la différence, parce que dans mon ouvrage sur le docteur Walter Muntz, qui, vous voyez, dans un des chapitres, j'évoque aussi ce type d'expérience où le docteur Walter Muntz, à Lambaréné, va être en contact avec des thérapeutes, ou plutôt des tradithérapeutes africaines, et lorsque certains cas lui étaient présentés et qui étaient difficiles, il a témoigné que il les envoyait plutôt chez les médecins traditionnels. Donc là, j'ai vu une sorte de collaboration, mais aussi j'ai vu que dans l'histoire de la médecine, la biomédecine, donc la médecine européenne en Afrique, malgré le fait qu'on n'a pas toujours considéré ces médecines-là, certains médecins, notamment certains médecins missionnaires, qui avaient une connaissance des plantes lorsqu'ils partaient en Afrique, cherchaient à entrer en contact avec certains tradithérapeutes qui étaient connaisseurs des plantes locales. C'est seulement dans ces cas-là que j'ai vu une certaine collaboration. Quand la maladie résiste, quand en fait le problème n'est pas, on va dire, cernable. N'est pas physique, ou ne lui paraît pas physiologique, mais plutôt de l'ordre de certains troubles non perceptibles. Et là, lorsque ces médecins connaissaient certains tradithérapeutes, qui étaient spécialistes, par exemple, du traitement de la folie, de certaines maladies mentales, on pouvait, il les envoyait. Et Dr Muntz m'a donné, lors de nos entretiens, certains cas, certains exemples sur certaines tradithérapeutes qui ont travaillé avec lui. Mais de façon globale, c'est des exceptions. Dans l'histoire du transfert de la médecine occidentale en Afrique, et c'est plutôt été toujours une sorte de différenciation entre la médecine occidentale, scientifique, et les médecines locales. C'est pourquoi je suis impressionné de voir que Denise a quand même la chance de pouvoir collaborer avec des médecins établis. Ça, donc pour l'historien de la médecine, c'est impressionnant, et j'ai toujours envie de comprendre un peu plus. Denise Kikou-Gillian, vous avez envie de réagir, mais avant ça, on va vite jeter un œil sur la route si vous le voulez bien. Infotrafic RTS. On signale des objets sur la chaussée sur les tronçons suivants. Sur l'autoroute Yverdon-Neuchâtel entre Yverdon-Ouest et Grandson en direction de Neuchâtel, et sur l'autoroute Morat-Yverdon entre les tunnels d'Arissoul et de Pomy en direction d'Yverdon. Alors prudence. Vous écoutez Premier Rendez-vous, il est 14h51 passées. Les invités aujourd'hui sont Inès Mabika, historien de la médecine, et Denise Kikou-Gillian, qui est guérisseuse et qui est aussi réalisatrice et aussi médium. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous vouliez réagir en fait à ce que disait Inès Mabika, qui était très impressionnée de pouvoir voir en fait quelqu'un qui travaille main dans la main avec des médecins de médecine allopathique, et puis vous qui êtes médium en fait, c'est ça. Oui, alors là où j'avais envie de réagir, c'était par rapport à l'alliance dont vous parliez entre les tradithérapeutes africains qui notamment traitent la folie. Ça m'a évoqué le besoin de donner du sens. Parce qu'en fait, en médecine allopathique, on n'amène pas forcément le patient à trouver le sens de l'existence. En première rencontre, je parlais de l'abbé Pierre, d'une forme de sens à redonner à tout un chacun, que ce soit des cabossiers de la vie au sens des chiffonniers Emmaüs ou que ce soit des personnes malades. Dès lors qu'on n'a pas de spiritualité dynamique, qu'on n'est pas en reliance avec une forme de foi ou avec le vivant, pourquoi guérir ? Et je pense que la force des tradithérapeutes, comme des médiums guérisseurs, c'est qu'on amène du sens, on amène une narration
on amène une narration sur une maladie. On se raconte une histoire spirituelle qui relie en fait au tout, qui relie à Dieu, qui relie à l'énergie et qui booste le système immunitaire. Et c'est en ça que je crois que cette alliance, elle est géniale. Mais cette alliance-là, en fait, vous en faites mention dans La Voix de la Tortue. On y vient enfin. Déjà, cette Voix de la Tortue, c'est quoi, Denise Kikougilian, parce que c'est votre dernier ouvrage, et vous proposez une méditation qu'on peut faire avec les enfants, avec les personnes âgées, tous ensemble. Qu'est-ce que c'est que cette Voix de la Tortue alors ? Alors, je porte en moi depuis quelques années, comme beaucoup de gens, le souci de l'écologie. Et je suis quelqu'un d'actif, en général. Donc voilà, depuis quelques années, je porte cette question, mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau spirituel, justement ? Et j'ai eu l'immense bonheur d'animer des séminaires de médiumnité en mer Rouge avec des dauphins, où on entre en communication animale avec les dauphins qui sont de merveilleux guérisseurs. Waouh, vous allez vite là. Donc vous communiquez avec toutes sortes de êtres vivants, des arbres, des animaux et tout ça. La médiumnité, c'est la communication d'âme à âme. Donc on peut communiquer de vivant à vivant, quel que soit le vivant. Si le vivant est un animal, on peut communiquer aussi. C'est pas que la communication avec les morts, la médiumnité, contrairement à ce qu'on croit, ou avec des invisibles tels des guides spirituels. Donc dans ce cadre-là, j'avais un peu mauvaise conscience d'aller en Égypte avec mes groupes. En avion, bien sûr. En avion, avec des gros bateaux et tout ça. Donc j'ai passé une sorte de contrat spirituel en disant, ok, je vais faire ça parce que les dauphins sont tellement guérissants qu'on obtient des résultats extraordinaires et ce serait dommage de s'en priver, mais j'ai ouvert mon cœur et dit ok, je me mets au service. Si je peux vous rendre service, donc les dauphins, la mer, l'univers, d'une façon ou d'une autre, je le ferai, je m'y engage. Et il se trouve que lors d'un séminaire en communication animale, on a canalisé pas mal de messages effectivement d'animaux qui nous ont donné un espèce de mode d'emploi d'une pratique qui s'apparente à la méditation, mais qui n'est pas tout à fait de la méditation, c'est beaucoup plus simple que ça, et qui est une pratique que j'ai eu envie, pour honorer mon engagement, mais aussi parce que c'est tellement sensé et intelligent, que j'ai eu envie de promouvoir à mon retour. Et c'est ça la Voix de la Tortue, c'est une pratique éco-spirituelle de régénération de soi et de la terre, qui est très simple, même des enfants peuvent la pratiquer, c'est une succession de respirations de façon à se mettre en connexion avec l'énergie, la fameuse énergie dont on parlait tout à l'heure, et c'est relier un égrégore, une source, à travers une porte qu'on peut tous imaginer, visualiser, qu'on peut même dessiner si on est un enfant, pour aller nourrir le monde de visions positives et d'amour. Donc si je vous résume la situation, Denise, histoire de bien comprendre. C'est une manière de se relier intergénérationnellement parlant pour, entre guillemets, visualiser le monde tel qu'on voudrait le voir, tel qu'on aimerait le sentir, c'est-à-dire sans pollution, on va dire avec des êtres humains en bonne santé, etc. Et de faire ça tous ensemble à une heure précise, je crois, en plus, non ? Alors l'idée, c'est toujours le phénomène de masse critique, c'est plus on est à nourrir une vision commune positive, et là en l'occurrence, c'est effectivement nourrir des visions de la Terre dans sa perfection, telle qu'elle devrait être, plus on est à nourrir une vision commune, et là on rejoint aussi les traditions des peuples premiers et notamment africaines, plus on est des porteurs de vision et cette vision est portée par un grand groupe, plus elle est puissante. Et oui, il y a cette notion-là dans la Voix de la Tortue. L'invitation, c'est de pratiquer tous les jours, quelques minutes par jour. Alors, Inès Mabika, vous me faites signe ? Oui, non, je voulais juste dire peut-être que, en fait, aujourd'hui, notre conception de la médecine, la biomédecine, qui s'appuie beaucoup plus sur les actes techniques et chirurgicaux, mais aussi sur les traitements médicaux, reste des rigueurs, mais également, ce qu'il y a lieu de reconnaître, c'est que de plus en plus, notamment dans certaines spécialités de la médecine, aujourd'hui, on commence à reconnaître, par exemple, la médecine quantique. Vous avez, par exemple, dans la revue médicale suisse, un article de Pierre Jaron sur la médecine quantique, sur la biomédecine, sur la biologie quantique, sur la physique quantique, comment cela est possible, comment on peut les utiliser. C'est quoi la biomédecine quantique alors ? Voilà, c'est justement là où il faut essayer d'aller creuser. Qu'est-ce que c'est la physique quantique ? C'est une sorte de
j'espère que vous avez aussi vu cet article. C'est cette reconnaissance que au-delà de qui est physique véritablement. C'est-à-dire que la pensée aurait en fait une action, c'est ça? Il y a une possibilité de communication entre des éléments. Et là, il y a donc dans cette orientation-là, sur cette base-là, apparemment, selon l'article de Pierre Jaron, des possibilités qui s'offriraient à la biologie ordinaire, à la physique ordinaire. Là, il y aurait aussi des possibilités pour la médecine scientifique. Voilà. C'est magnifique. Inès Mabika et Denis Kikougilian, on n'a pas du tout le temps de sortir les objets, ce qui est d'habitude traditionnel dans Premier Rendez-vous, tellement on a parlé passionnément des questions qui vous habitent. Denis Kikougilian, vous vouliez encore réagir avant qu'on termine l'émission? Oui, juste pour rebondir, en fait, la voix de la tortue, c'est nourrir un champ quantique. Donc, j'entre complètement en résonance avec ce qu'Inès vient de dire. On nourrit un champ quantique de façon à permettre à la réalité de se transformer grâce à ce champ quantique. Il y a un effet de résonance. Et d'être finalement actif. Alors, oui. Et d'être utile écologiquement à la régénération de la Terre en se faisant du bien. Magnifique. Donc, si les gens veulent vous rejoindre dans ce bel élan de la voix de la tortue, Denis Kikougilian, à vous de donner maintenant votre adresse internet pour que les gens se renseignent. Alors, lavoixdelatortue.com, la méditation guidée existe en 5 langues, le site existe en 5 langues, c'est tout gratuit, tout facile à pratiquer. Et j'invite tout un chacun à s'y exercer. Merci beaucoup Denis Kikougilian, merci beaucoup d'être venu à la rencontre de Inès Mabika Onyanzi. Vous êtes l'auteur de Walter Moons dans la suite d'Albert Schweitzer à Lambaréné, un livre passionnant sur l'histoire de cet hôpital et sur les hommes qui l'ont fait. Merci beaucoup d'être venu ici dans Premier Rendez-vous. Merci. Belle suite. Aujourd'hui en régie, c'était Yves Roulin qui assurait la réalisation de cette émission. Notre attachée de production, c'est Marilyn Regard. Merci aussi à l'équipe de la documentation. Si vous voulez nous faire parvenir vos messages, vos commentaires, vos idées d'invités, une seule adresse, rdv@rts.ch. Tout à l'heure, c'est Lucas Torrent avec À l'abordage sur la première. Il va être 15h. Très douce fin de journée à vous. À demain. Au revoir.